signé un chèque pour ma liberté, d'investir dans 300, 350 boîtes. Et il y a un espèce de tabou en Europe sur le fait de savoir raconter son histoire. Et finalement, Adobe a racheté 100% de la boîte. Écoute, mon invest dans Notion me rapportera peut-être plus que j'ai pu gagner en créant des boîtes. Aujourd'hui, dans Billions, je reçois Thibaut Elzière, l'un des entrepreneurs les plus inspirants et fascinants que je connais. À même pas 30 ans, il vend Fotolia à Adobe pour près de 800 millions d'euros. Et au lieu de disparaître avec son chèque, il décide de fonder eFounders, qui devient Exa par la suite, le startup studio derrière Front, Spendesk, Aircall, Mailjet, Slides et des dizaines d'autres. On va parler de comment il trouve ses idées, de la vraie structure du deal avec Adobe, de sa façon de négocier avec les fonds et de ce que les VC ne comprennent pas sur les startup studios. Thibaut va aussi nous dire pourquoi il garde 30% du capital dans chaque boîte, comment il gère les liquides préf, les secondaries et ce qu'il ferait différemment s'il repartait de zéro. Si tu veux comprendre comment on construit des boîtes qui valent des milliards, t'es au bon endroit. Thibaut, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Guillaume de m'accueillir dans Billions. Bah écoute, franchement, nous on se connaît depuis maintenant quelques années. Il y avait une phrase que tu m'avais dit quand on avait mangé ensemble il y a quelques années qui m'avait pas mal marqué, qui était j'ai pas envie d'être connu de tous, mais j'ai envie d'être connu par les bonnes personnes. Et très souvent, c'est vrai que dans l'écosystème startup, je vois des gens qui prennent la lumière sans avoir forcément fait de grandes choses. Et toi, tu es quelqu'un que je trouve qui reste souvent dans l'ombre, mais pourtant qui a fait des choses énormes. Donc, je suis trop content de t'avoir aujourd'hui. Le premier truc dont j'aimerais bien discuter avec toi, c'est quand tu as lancé Fotolia et du coup que tu as décidé de vendre à Adobe. Comment ça s'est passé un petit peu toute cette époque-là? Alors, je vais te raconter un petit peu par rapport au fait d'être visible. Effectivement, moi, je pense qu'il vaut mieux vivant heureux, vivant caché. Mais c'est un peu faux parce qu'il y a d'autres qui vont te dire que je suis très visible et que je communique énormément. La réalité, c'est que j'essaie de communiquer vers mon écosystème et d'essayer de communiquer le moins possible au grand public. Alors là, j'ai fait une petite entorse à la règle parce qu'on va passer dans l'agence avec mon frère. Et l'agence de création Sur Netflix. Je redoute carrément la suite. En gros, on l'a fait pour le bien de Iconic House, le business qu'on a lancé ensemble. Mais de manière générale, effectivement, je pense qu'il faut être très visible. Je pense que les entrepreneurs ont pas compris assez qu'il fallait communiquer. Il y a un espèce de tabou en France, en Europe, sur le fait de savoir raconter son histoire. Toi, tu sais bien raconter tes histoires, d'ailleurs, Guillaume, et c'est aussi une partie de ton succès. Je pense que d'autres mériteraient de savoir aussi bien le faire. Mais ça veut dire être visible, mais être visible aux bonnes personnes. En l'occurrence, moi, j'essaie d'être visible autour à mon écosystème et pas de manière très très large. Sinon, pour revenir sur Fotolia, écoute, l'histoire de Fotolia, c'est une longue aventure. Hein, ça a duré 10 ans, dans lequel j'ai été impliqué de différentes manières. Donc moi, j'ai monté seul la boîte. Je vais pas revenir sur la jeunesse, sinon on est parti pour un podcast à la Mathieu Stéphanie de 2h50. Et Stéphane, je crois, le format voulu. Mais j'ai monté en 2004, alors que j'étais étudiant, donc j'ai monté ça alors que j'étais en dernière année de mon école, parce que j'avais envie de faire ça et que ça me brûlait de vouloir entreprendre et que j'avais l'impression d'avoir, comme d'habitude, l'idée du siècle. Ça a duré 10 ans. 10 ans entre 2004, le moment de la création, et 2014, l'acquisition par Adobe, ce qui est, avec un peu de recul, très court pour les montants dont on parle et pour Ouais. finalement l'histoire d'une startup. Hein. Depuis, on a monté des boîtes, tu les as citées, comme Aircall ou Front, qui ont déjà 12-13 ans d'existence, hein, et pour lequel il n'y a pas encore eu, je dirais, d'exit à proprement parler. Donc Fotolia 2004, pendant 2 ans, moi j'avais fait rentrer 2 business angels, donc c'est une boîte qui a été bootstrap. Hein, il y a 2 business angels qui ont mis 200 000 euros. Alors il n'y a pas eu de VC à proprement parler. On n'est pas rentré dans cette logique de seed, série A, série B. Hein. Ça prouve aussi, hein, que c'est possible, dépendant des modèles. Mais ça dépend beaucoup des modèles. Il s'avère que c'était un modèle très vertueux de marketplace qui a fait que le modèle a mis du temps à partir. Enfin, on a galéré un peu pendant 2 ans, mais à partir du moment où on a dépassé la masse critique de photos, dans notre cas, le cercle vertueux était enclenché et il s'est finalement jamais arrêté. Et on n'a pas eu besoin de cash à proprement parler. On a vendu une première fois 5 ans après la moitié de la boîte en 2009 à un fonds de private equity qui s'appelle TA Associate, qui a Ok. racheté 50% de nos parts. On a revendu
à KKR en 2012, qui est un autre fonds de private equity, encore 50% des parts qui nous restaient, donc il nous restait 50% de nos parts, 25% de nos parts. Et finalement, Adobe, en 2014, a racheté 100% de la boîte, donc les parts de KKR, les parts de TIA Associates et la part des fondateurs. Moi, ça a été, et je raconte aujourd'hui que l'aventure capitalistique d'une entreprise est toujours un peu surprenante, et il faut jamais d'ailleurs regarder derrière soi en essayant de se l'expliquer. On est là parce qu'on est là et il faut jamais regretter pourquoi on y est. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et moi le premier à cette époque, qui me suis tout le temps dit que j'avais beaucoup moins de parts que ce que j'aurais mérité. Il s'avère que ces Business Angels ont pris 2 tiers de ma boîte, hein, en mettant 200 000 Ok. euros à l'époque. Ce qui Et était à l'époque normal ou pas? Ou c'était un peu... pas du tout, pas plus, non? en vérité, pas plus normal que ça l'était aujourd'hui. La Ok. réalité, c'est que, d'une part, il y avait moi, j'étais complètement naïf, c'est-à-dire que j'avais absolument aucune idée de comment fonctionnait l'equity, et j'avais pas compris un truc assez surprenant aujourd'hui, que c'est l'equity qui, finalement, crée de la valeur dans l'entrepreneuriat. Et du coup, je valorisais pas à son juste titre l'equity. Depuis, j'ai compris que c'était quand même un facteur clé. Et ça, c'était une chose. Et parce qu'il n'y avait pas de mode d'emploi aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais on débarque, tout le monde débarque dans un écosystème très mature, dans lequel il y a un mode d'emploi. Il y a Y Combinator, Paul Graham, des articles dans tous les sens qui expliquent ce qu'il faut faire. Moi, j'avais absolument aucune idée de comment monter une boîte, de ce que ça voulait dire prendre des parts d'une entreprise, etc. Donc, je venais de nulle part. Et ça, c'est une chose. Et deuxième chose, il n'y avait pas non plus beaucoup d'investisseurs, et il n'y avait pas beaucoup de business angels, pas beaucoup de fonds d'investissement. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces 2 business angels qui ont mis 200 000 euros et qui ont pris un risque considérable à ce moment-là. 200 000 euros à cette époque, c'était beaucoup d'argent. Et même s'ils ont Ouais. pris beaucoup de ma boîte, je ne regrette à aucun moment, surtout ils ont joué, enfin notamment Oleg, un des personnes a joué un rôle clé dans la partie financière de la boîte. C'est même lui qui est devenu le CEO quand moi, je commençais un peu à m'emmerder parce que j'aime bien Ouais. créer des boîtes, j'aime moins les manager, et que je voulais partir à nouveau à l'aventure et créer eFounders. Donc, en vérité, j'ai créé eFounders en 2011, donc 7 ans après le début de Photolia, avant que l'aventure soit totalement finie. Donc, quand la boîte a été vendue à Adobe, finalement, j'avais encore un tout petit rôle opérationnel, mais j'étais plus le CEO de la boîte. Ça a été un super exit pour moi, parce que Ouais. j'ai pu enfin expliquer l'histoire, parce que les ventes, les fonds de private equity parfois, pour certains et pour beaucoup en tout cas, ça n'avait pas beaucoup de sens. Mais quand tu vends une banque d'images au leader de l'image dans le software, qui est Adobe toujours et encore, tu peux raconter une histoire qui fait du sens. Donc voilà l'histoire de Photolia Belle en quelques histoire. mots. Et donc, en gros, si je comprends bien, au moment où tu vends, toi, il te reste environ un peu moins de 10% quoi, quand tu vends à Adobe et des parts. Et du coup, à ce moment-là, Alors, pas est-ce du que... tout, hein. Pas du tout. Non? Pardon, je me corrige, mais pas du tout, hein. Moi, donc, Ok. en vérité, pour le faire simple, j'ai commencé à créer ma boîte. À l'époque, il fallait apporter du capital pour créer une boîte. Il fallait Ouais. apporter 15 000 euros de capital. La moitié, tu pouvais apporter en nature, c'est-à-dire en industrie, avec le boulot que tu faisais, et l'autre moitié, ça devait être en numéraire. Or, j'avais pas ces 7 500 euros pour apporter en numéraire, donc j'ai demandé à un ami de mes parents, et qui a pris 50% de la boîte. Donc, au bout de Ok. un mois, au moment de la création, j'avais que 50% de mon entreprise. Ok. Donc, 2 mois après, quand ces business angels sont arrivés, ils ont été assez généreux pour racheter le double du montant la personne qui était venue. Et donc, du coup, ils Ok. m'ont dit, écoute, 50% de ta boîte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tiers, un tiers, un tiers. Ok. Au bout d'un an, on a dû remettre de l'argent. Moi, je comptais sur mon beau-père qui a malheureusement été décédé dans un accident la même année. Et il n'a pas pu remettre. Et donc, du coup, je me suis à nouveau dilué à ce moment-là. Ok. J'ai commencé la boîte, j'avais, je pense, 15% du capital. J'ai dû Ok. revendre. Alors, c'est des chiffres arrondis, hein, c'est passé plus ou moins comme ça, mais c'est pour donner des grandes lignes. J'ai revendu la moitié, donc il me restait 7%, puis j'ai revendu en l'autre moitié, il me restait 3%. Donc, au moment où Adobe a racheté avec les dilutions, il me restait à peine quelques pourcents de Ok. Photolia. Et C'est à pour ce ça, d'ailleurs, moment-là, du coup, ouais. j'ai continué à faire tout ça. Ok. Mais à ce moment-là, du coup, quand tu revends, toi, t'es plus du tout opérationnel sur Photolia. Est-ce que Adobe demande que tu sois encore présent? Est-ce qu'il y a des clauses d'earn-out? Est-ce qu'il y a un besoin que tu sois là ou pas du tout?
En fait, quelques mois avant la vente à Adobe, que j'ai apprise, au même titre que tout le monde parce que c'était, confidentiel, il y a les fondateurs et les fonds existants qui sont venus voir en me proposant un deal et je savais très bien que s'ils me proposaient un deal, c'est certainement qu'il y avait une vente en cours et que j'allais gagner un peu moins d'argent, que ça allait être sur une valorisation un peu plus faible que la valorisation, du prochain exit. Mais je savais très bien aussi, que j'allais pas être loqué, que j'allais avoir à faire aucun Burnout effort, ou j'allais ouais. avoir Mmh. aucune contrainte d'une manière ou d'une autre. Et moi, je valorise énormément ma liberté. Donc, je me rappelle très, très bien m'être posé avec ma femme. On a réfléchi et on s'est dit, OK, on prend cette décision. Je sais très bien que je vais certainement, je crois que c'était 30% ou 20 ou 30% moins cher quelques mois après que l'exit enfin, que le montant de l'exit que tout le monde connaît aujourd'hui, qui était autour de 800 millions de dollars. Mais je l'ai fait, j'ai signé un chèque pour ma liberté. C'est-à-dire j'ai reçu cet argent et j'avais aucune contrainte, aucun compte à devoir à personne, d'aucune manière que ce soit. Donc, c'était tant mieux parce que moi, j'étais quand même depuis 3 ans déjà à 100% de mon temps sur eFounders à ce moment-là, quoi. Et j'avais autre chose à faire qu'à gérer Mmh. Fotolia Adobe, Et, quoi. et du coup, genre, de ce que j'ai compris, tu vois, et tu le disais dans le début, c'est que toi, tu te rends compte que ce qui te plaît, c'est vraiment de lancer les projets. Tu as toujours plein d'idées, tu es très fort pour la partie produit, vision. Est-ce que l'aventure de Fotolia, ça a changé un petit peu la façon dont tu voyais la création d'entreprise et le business? Et en deuxième question, qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné vers le startup studio dans un moment où les startup studios, il y en a pas beaucoup qui marchent. Tu avais peut-être Rocket Internet à l'époque, mais où il y en a beaucoup qui se cassent la gueule, quoi. Écoute, moi, ce qui m'excite, et je l'ai compris, a posteriori, je le comprends, de plus en quand tu te retournes, toi, tu sais, tu connectes les dots, donc tu relis les points et tu comprends un peu, après quoi tu cours. Moi, ce qui m'excite énormément, c'est la partie créative. D'accord? Donc, en fait, ce que j'adore, c'est la partie création et elle se passe à 2 niveaux, dans une entreprise. Pour moi, elle se passe au niveau de la création de la marque, du positionnement, de tes unique selling proposition, en fait, la définition de ton service et de qui tu es et ça se passe au niveau du produit, tu vois? Et moi, c'est ces 2 choses que j'aime bien faire. La réalité, c'est que ça existe tout le long d'une boîte, mais c'est exacerbé pendant les, 18, enfin les premières années. Et moi, c'est ces premières années-là où j'ai cette partie créative qui est très, très forte et du coup que ce dans lequel, je m'amuse énormément. C'est un peu, ce que j'appelle ma zone de génie, c'est-à-dire la zone dans lequel je pense que je suis pas mauvais et qui me prend très peu d'énergie, quoi, tu vois? Et c'est Ok. cette zone dans laquelle j'ai envie de rester. Après, il y a moyen de rester, de faire, il y a parfois l'obligation, hein, de rester plus longtemps, mais je me suis arrangé et je l'ai fait la première fois avec Fotolia un peu sans le vouloir, ou sans le savoir, un peu inconsciemment, en donnant les mains, à Oleg, le CEO. Et puis après, je l'ai industrialisé à travers le concept de Startup Studio. Mais l'idée, c'est de concentrer mon temps et mon énergie sur ce que j'aime vraiment faire, qui est la partie créative, au niveau du produit et de la marque, quoi. Et c'est comme ça que, est née cette idée de Startup Studio. En vérité, hein, à la fin de Fotolia, j'avais encore énormément d'énergie. Alors et c'est assez marrant, hein, parce que j'avais rencontré quelques VC, en 2011 au moment de la création d'eFounders et parce qu'on s'était dit, hein, qu'on allait lever de l'argent avec ces VC, et ils m'avaient tous dit: «Non, mais tu plus faim, tu touches assez d'argent, tu dois plus avoir envie, tu dois être fatigué» et en vérité, Heu, 14 ans après, je suis toujours là avec, je sais toujours pas après quoi je cours, mais j'ai autant Mais tu d'énergie, cours. je cours, jusqu'à qu'un jour je doive m'arrêter, mais voilà, et c'est sûr que c'est pas après l'argent, parce que, a priori, j'en aurai assez pour pouvoir vivre, tout à fait dignement. C'est après Mm. certainement d'autres choses, hein, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mm. La création d'eFounders, c'était aussi que j'avais envie de me relancer. J'étais très ambitieux. Alors c'est aussi, hein, c'est quelque chose que je ne m'explique pas, une espèce d'ambition débordante et le fait de repartir à lancer une boîte pendant 10 ans, ça m'ennuyait. Donc je me suis dit: «Comment on peut lancer, une trentaine de boîtes en 10 ans?» et d'essayer d'inventer un nouveau modèle de création de boîte qui permette de, nourrir ma créativité, notamment en me permettant de donner vie à toutes les idées que j'ai, parce que je déborde d'idées. J'ai, comme certains entrepreneurs, beaucoup trop d'idées et je me suis pas arrêté là en me disant: «Il faut que je choisisse une idée». Je me suis dit: «Comment
on peut créer un modèle qui permette de donner vie à toutes ces idées. J'avais notamment pas mal d'idées qui émergeaient, qui émanaient de mon histoire de Fotolia, du concret, du terrain, hein, dans le sens où à l'époque, quand tu crées une boîte, la moitié de ton temps de développement était dédié à créer tes outils, c'est-à-dire pas à développer ton core business, mais à développer les outils dont tu avais besoin pour gérer ta boîte, la gestion de la facturation, les analytiques, tout ce qui était gestion des tickets, gestion de la traduction. Ça nous prenait un temps fou et mon idée, c'était de se dire: «Beh, si moi j'en ai besoin, certainement d'autres en ont besoin, donc créons, ces logiciels et partageons-les à tous», et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le SaaS, hein, à proprement parler. Donc 2011-2010, c'est l'émergence du SaaS, et j'avais plein d'idées, et les 5 premières idées de eFounders, elles sont venues directement des problématiques que j'avais rencontrées chez Fotolia. Et dès le départ, inspiré effectivement, tu l'as cité, par Rocket Internet, hein, qui avait ouvert la voie à cette notion de ce qu'on appelle de parallèle entrepreneurship, de lancer plusieurs boîtes en parallèle. Donc eux l'avaient fait. Moi, j'étais assez fasciné par la manière dont ils faisaient, mais assez en désaccord avec la manière dont ils faisaient. En gros, nous, on les a pris avec mon associé Quentin à contre-pied, c'est-à-dire eux, donnaient très peu d'equity, aux fondateurs. Nous, on pensait qu'il fallait pas qu'on ait des consultants à la tête de nos boîtes, mais des vrais entrepreneurs, et que les entrepreneurs doivent avoir, de l'equity. Donc l'idée dès le départ, ça a été de leur donner la majorité du capital. Deuxièmement, nous, on s'est dit que ce qu'on aimait, moi, ce que j'aimais, c'est la partie créative, la partie innovation. Donc l'idée de copier, c'était le principe de Rocket Internet, hein, de s'inspirer et de faire des copycats des modèles d'e-commerce américains. Ce qui était pas totalement débile d'ailleurs, dans ce secteur-là, mais moi, j'avais envie d'innover. Donc l'idée, c'était à chaque fois de lancer une boîte, unique et nouvelle, même si, à chaque fois que tu as l'impression d'être tout seul sur ton marché, tu te retournes 2-3 ans après et tu remarques qu'on était beaucoup à se lancer en même temps. Ça a été le cas de Fotolia, c'était assez mythique, sur Fotolia, où j'avais vraiment, vraiment pendant 2 ans l'impression d'être seul, et 3 ans après, j'ai réalisé qu'il y avait 4 boîtes, Shutterstock, iStock, Dreamstime, qui s'étaient lancées exactement à la même époque, exactement sur le même modèle, quoi, tu vois? Ce qui Tu m'a avais fait dit à un moment, je crois, tu disais les idées appartiennent aux époques, et je trouvais que c'était très vrai. Exactement. Les idées, elles Ouais. n'appartiennent pas, aux hommes ou aux femmes d'ailleurs, elles appartiennent à leur époque, et j'en suis de plus en plus convaincu. Et Ah, c'est très le cool. 3e point, sur lequel on s'est positionné par rapport à Rocket Internet, c'est que Rocket Internet, ils créent des boîtes, en fait, les gens venaient pour travailler pour Rocket. Ils venaient pas pour travailler pour les sous-jacents, c'est-à-dire par les boîtes créées par Rocket. Et nous, on s'est dit: «Ce qu'il faut, c'est incuber les boîtes, pendant, 12-18 mois, et faire en sorte qu'après, elles puissent voler de leurs propres ailes pour acquérir leur propre ADN, leur propre culture». Et c'est à travers ces 3 piliers que sont, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire avoir travaillé avec des entrepreneurs, l'innovation, en créant des boîtes uniques et en faisant en sorte qu'elles soient incubées qu'un certain temps, qu'on a défini le modèle, de Startup Studio eFounders, où du coup, on s'associe avec un couple de cofondateurs à qui on amène une idée, et avec, eux ou elles, on va travailler pendant 9 à 18 mois pour transformer l'idée en une boîte indépendante, et c'est ce qu'on a Le reproduit moment effectivement. où, le moment où les boîtes sortent, c'est basé comment? C'est basé sur est-ce qu'elles arrivent à faire une levée de fonds ou est-ce qu'elles atteignent un certain stade de rentabilité? Enfin, c'est quoi un peu le process classique? Alors nous, on a besoin que nos boîtes, fassent une levée de fonds. Pourquoi on a besoin que nos boîtes fassent une levée de fonds? Parce que sinon elles sont dépendantes financièrement de nous, et que Ok. nous, on a besoin de dégager des ressources pour, en lancer d'autres. Donc on a créé, et puis on a créé des boîtes dans le software à proprement parler, structurées pour lever de l'argent. Et ce qui se passe, c'est que la boîte lève de l'argent et elle devient financièrement indépendante, et donc du coup opérationnellement indépendante du studio, et elle sort. Hmm. Et normalement, si tout se passe bien, nous, on en a marre et on a envie que les entrepreneurs partent. Et les entrepreneurs en ont vraiment marre, parce qu'ils sont très indépendants et qu'ils ont marre qu'on leur dise quoi faire, et ils ont envie de partir du studio, donc tout se passe bien, quoi. Et du coup, il y a deux sujets dont j'ai envie de parler. Le premier, c'est, vu qu'on parle un peu de cette levée de fonds, je pense qu'on en avait discuté une fois ensemble, mais tu me disais qu'au début, les fonds voyaient un petit peu le côté startup studio peut-être du mauvais œil. Et donc, du coup, les boîtes qui sortaient d'Exa, le fait que la structure où vous déteniez potentiellement, je crois que c'est dans vos boîtes, vous détenez environ 30% du capital, c'est ça, c'est le split, c'est 30%, 70% pour les founders. Voilà, alors ça va passer à 25, hein, dans quelques semaines, ça va être annoncé. Ok. Mais
Le split, c'est effectivement 25% post-seed, après la première levée de fonds. Ok. Moi, ce qui me semble très peu par rapport à ce qu'on amène, et moi, je pense que dans une boîte, le fait d'arriver avec une idée qui fasse du sens, le fait Les fonds. de trouver les fondateurs, le fait de souffler sur la braise pendant 9-18 mois alors que le feu n'a pas encore pris, c'est une énorme partie de la valeur ajoutée dans une boîte. Alors, Ouais, sans c'est clair. dénigrer effectivement que remettre des bûches pendant les 10 années qui suivent, c'est aussi beaucoup de boulot, quoi, tu vois. Et je pense que on est justement rémunéré. La réalité, c'est que on a un modèle atypique, que les VC ont mis du temps à comprendre. Bah déjà, ont mis du temps à comprendre de qui on était parce que on passait pour l'incubateur un peu de seconde zone qui profite de l'immaturité d'un écosystème pour se rincer en prenant énormément de parts. Et les entrepreneurs n'ont pas intérêt à leur raconter la vraie histoire. Un entrepreneur a intérêt à raconter que c'est son idée, qu'il a créé les boîtes, parce qu'on associe souvent le fait d'être entrepreneur au fait d'avoir son idée. Et souvent, on nous a reproché d'ailleurs, oui, vous ne travaillez pas avec des vrais entrepreneurs, puisque ce n'est pas des personnes qui sont arrivées avec l'idée. Et souvent, j'objecte à ces VC en leur disant, quand vous rencontrez une boîte où il y a 3 fondateurs, est-ce que la première question que vous posez, c'est qui est parmi vous le vrai entrepreneur? Qui est celui qui a vraiment eu l'idée? Non. La réalité, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut avoir des idées. Moi, j'ai énormément d'idées par ailleurs, mais il y a mais un entrepreneur, il sait surtout s'approprier l'idée rapidement de quelqu'un d'autre. Ou alors, on parlait d'idées qui appartiennent à leur époque, il sait les ramasser facilement, quoi, tu vois. Il Donc, sait spotter la bonne idée aussi, ouais, c'est surtout ça. Ouais. c'est spotter la bonne idée. Donc, ce qui se passe, moi, c'est que pour savoir si quelqu'un que je rencontre avec qui je veux travailler est un ou une vraie entrepreneur, je lui pitch l'idée. Et si c'est une entrepreneur, elle va directement me rétorquer. C'est une idée que j'ai déjà eue. Tiens, ça ressemble à quelque chose sur lequel je travaille, etc. C'est-à-dire que l'appropriation est instantanée. Et du coup, être entrepreneur, c'est davantage savoir s'approprier une idée plutôt que être à l'origine de l'idée. Ouais, je suis d'accord. Bah, même quand tu regardes, tu prends Uber comme exemple, Travis, c'était pas lui qui avait eu l'idée, c'était un Gary de ses Kemp. premiers. Ouais, exactement. En fait, c'est Gary Kemp qui a voulu qui a vu le succès d'Uber, qui a lancé un startup. Tu parlais de startup studio qui n'ont pas fonctionné. Il a, lui, certainement un peu de même nature que moi. Il a surtout des idées, mais il préfère que ce soit les autres qui les exécutent. Il est arrivé avec l'idée d'Uber et il a trouvé un CEO exceptionnel. Par ailleurs, en tout cas, businessment parlant, Ouais. Travis Kalanick, hein, non, Travis, Kalanick, ouais, c'est ça. Ouais. ouais, Kalanick, ouais. qui a exécuté le business. Et derrière, il a essayé de lancer plein d'autres choses. D'ailleurs, il reprenait je me rappelle dans son startup studio, c'est assez marrant parce que chaque fois c'était un terme simple et il reprenait comme logo la première lettre de son comme Uber, la première lettre du nom. Ok. Il a lancé Reserve, un système de réservation de restaurant. Et je sais pas si, je sais que ça a été très compliqué. Et je sais pas s'il y a une boîte. En tout cas, il n'y a pas de boîte qui en fait aussi bien qu'Uber. Mais je sais pas s'il y a d'autres boîtes qui ont réussi par ailleurs, quoi. Hmm. Et du coup, sur le système, parce que juste avant, en fait, tu parlais donc de Photolia qui a eu un exit en gros en une dizaine d'années. Et là, tu as des boîtes dans le Startup Studio qui ont des valorisations qui sont très élevées. Je crois qu'il y en a 4 qui sont à plus d'1 milliard, ce qui est quand même vraiment impressionnant. Mais pour vous, pour que ça fonctionne, il faut peut-être à un certain moment des événements de liquidité. Est-ce que la liquidité, c'est un sujet chez vous? Comment tu l'abordes? Est-ce qu'il y a des fonds, par exemple, comme tu as des boîtes très internationales, il y a des fonds qui ont envie de nettoyer un peu la cap table et qui vous poussent à sortir? Comment tu négocies tout ça? Enfin, je suis curieux un peu de savoir comment tu gères cette partie-là et c'est quoi votre vision par rapport à tout ça? Alors, sur les 10 premières boîtes qu'on a créées, sur les 30 premières boîtes qu'on a créées les 10 premières années, je prends tout le temps cet échantillon parce qu'il permet d'avoir du recul entre 2011 et 2021. Toutes les boîtes qui ont été créées depuis 2021, et il y en a plein de boîtes qui fonctionnent, mais on n'a pas encore assez de recul pour savoir ce qu'elles vont donner. Et sur cet échantillon-là, on a effectivement créé 3 boîtes licornes, hein, alors le terme est un peu galvaudé aujourd'hui, mais qui ont, en tout cas un jour, la question c'est de savoir si elles le valent toujours, à dépasser le milliard de valorisation. Et on a 2 boîtes qui sont donc Aircall, Spendesk et Front. Et on a 2 boîtes, Usign et Swan, qui sont en train de grandir. Donc moi, mon pari, c'est que sur cette première cohorte de 30 boîtes, il y en a 5 qui vont dépasser les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok. Et oui, ils les dépassent déjà. Ce qui est
assez exceptionnel, hein. C'est-à-dire que, créer, sur 30 boîtes, arriver à avoir un ratio d'1/6, qui dépasse, sans parler de valorisation parce que ça, c'est des chiffres un peu virtuels, dès qu'1/6 dépasse, 100 000 000 €, et certainement plus de chiffre d'affaires, c'est Ouais, assez c'est énorme. exceptionnel et c'est pour ça, hein, qu'on a décidé d'ailleurs de continuer, de transformer ça en hexa, on en parlera et d'agrandir un peu notre spectre. Mais, ta question, c'était au niveau de la liquidité. Nous, on a vendu pas mal de boîtes, hein, déjà, donc, on a vendu, je crois 9 boîtes, hein, bah, tu citais, hein, Mailjet, Mention, Textmaster, toute la première les premières boîtes qu'on a créées, se sont vendues. En réalité, hein, c'est pas forcément une bonne idée de vendre trop tôt, hein. Ça veut dire que les boîtes Ouais. n'ont pas capturé la valeur qu'elles devaient capturer. Aujourd'hui, il y a des boîtes qui sont là depuis longtemps, depuis plus longtemps que l'histoire pour lequel l'histoire est plus longue que celle de Fotolia, mais qui valent aussi plus et qui capturent beaucoup plus de valeur, hein. Sur Aircall, c'est, quasiment déjà 2 fois la taille de Fotolia, hein, à tous les niveaux, donc, je suis assez fier, même si c'est pas moi qui était, qui ai fait l'histoire d'Aircall et j'ai été juste à l'inception. J'ai pu enfin réussir à créer avec cette histoire de studio une boîte plus grande que ma première boîte, c'était pas C'est beau. non, mais c'était pas l'objectif, mais c'est quand même bien de se dire que l'idée du studio, parfois, il y a pas mal de gens qui te disent, le problème, c'est que tu dilues ton effort et que si tu avais mis toute ton énergie à créer qu'une seule boîte, tu aurais peut-être, créé une boîte bien plus grande. Bon, la réalité, c'est que, moi, j'essaie d'abord de faire ce que j'aime et j'avais pas envie de passer 15 ans à créer une boîte, donc j'ai fait ce que j'aimais et la réalité, c'est que je pense qu'on peut encore faire mieux et on peut créer, 10-15 Fotolia, ou boîtes beaucoup plus importantes, quoi. Et au niveau de la liquidité, écoute, on aimerait, nous, on a un modèle qui est pas du tout vertueux, dans le sens où on est aligné avec les fondateurs et on sort au moment des fondateurs. Donc, c'est des quand on investit dans une boîte, on est parti pour 10-15 ans, avant de toucher quoi que ce soit. On refacture pas d'argent par ailleurs et cetera. Donc, on a aujourd'hui, des parts, on a un portefeuille de parts, qui est, plus ou moins liquide et on essaie, depuis 2021 jusqu'à 2021-2022, enfin, on a vécu une espèce d'euphorie qui faisait qu'à chaque tour, tu avais la possibilité de sortir. On n'est pas sorti dans tous les tours, en étant bullish, en voulant rester. Aujourd'hui, depuis 3 ans, hein, c'est un peu le calme plat. Donc on s'est dit que dans le futur, si on avait l'occasion de sortir dans un tour, forcément le tour final, on le ferait. OK. Avec des ratios, c'est-à-dire que moi, ce que je préconise et ce que je recommande, c'est à tous les, entrepreneurs, tous les investisseurs, quand ils ont l'occasion de, pour sécuriser et pour aller de l'avant, vendre entre 10 et 30 des parts qu'ils ont, dépendant de leur appétit au risque, quoi, tu vois? Mais, Ouais. c'est ce que j'ai fait, hein, par ailleurs avec, sans le vouloir, parce que c'était drivé par, le côté financier qui était, je dirais l'idée par mon associé. Mais j'ai vendu 50 5 ans après, 50 encore 7 ans après, le sol au bout de 100 ans. Donc c'est le finalement, ça s'est fait en 3 ans. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça permet, alors ça, c'est un micro problème, hein, mais de pas avoir trop d'argent d'un coup et de pouvoir l'avoir de manière progressive pour apprendre à justement le gérer et ça permet de se dérisquer tout en étant très incentivé, sur le futur, hein. Il y a beaucoup de gens, qui n'ont pas touché d'argent au bout de 7-10 ans, qui ont pas eu, l'occasion de s'acheter une baraque ou de se payer des bonnes vacances alors qu'ils gèrent des boîtes immensissimes. Moi, je pense que, il faut vraiment, et il y a des clauses qui sont faites pour ça aujourd'hui de respiration, je crois, heu, vendre une partie de ses parts au cours de l'aventure, quoi, tu vois? Et pas attendre Ouais. l'exit final. Et donc vous, de votre côté, ça a été, opportunistique comme tu disais, mais jamais il y a un fonds qui s'est dit, tu vois, un fonds US par exemple, qui se dit: «J'ai envie un peu de cleaner la cap table et je les force un petit peu, à sortir» ou, ça c'est pas des trucs qui arrivent, quoi? Non, 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 ils peuvent alors Non? déjà, techniquement, c'est impossible, hein, Ouais. à proprement parler, et la seule chose qu'ils pourraient faire, c'est de nous faire une offre qu'on ne peut pas refuser. Mais, Mmh. non, on a jamais voulu nous sortir d'une cap table, d'une manière ou d'une autre. On OK. a déjà fait un petit peu de secondaire, je sais pas si c'est très officiel, mais sur Front, parce que, on s'était dit: «C'est une bonne manière», la valorisation était importante. On avait une grosse part de la boîte et on a vendu à un fonds, à qui on l'a proposé nous, de racheter. Mais, non, non, on nous a jamais sortis d'une cap table. C'est très dur, hein, de sortir quelqu'un d'une cap table, hein, Ouais. surtout,
Surtout, on a quand même beaucoup de boîtes qui sont en droit américain. Le droit américain est assez Non, ce que bien tu peux encadré. faire, c'est plutôt mettre une pression, tu vois. Si t'es le seul fond qui peut leader le tour, tu vois, dans une boîte qui est, je sais pas, moi, sur un bridge ou quelque chose comme ça, et qui dit, je veux bien le mettre, mais dans ce cas-là, je veux récupérer tant de parts, être leader, les droits de vote, les liquides pref, etc., quoi. Ah oui, oui, non, mais c'est clair qu'à chaque tour, hein, les fonds négocient des avantages des privilèges particuliers. Mais non, ce qui pourrait se passer, et ce qui se passe quand tu es business angel, c'est qu'on t'explique que le prochain fonds va rentrer et qu'il aimerait bien cleaner la captable. Ouais. Et il y a un petit business angel qui a 0,05% de capital et qu'ils ont décidé de faire sortir tous les business angels. Et que si tu dis non, tu vas mettre en péril le futur de la boîte. Voilà. C'est ça. Ça, honnêtement, on s'est jamais permis de nous le dire Ouais. à ce stade-là. Ça marche avec des business angels, ça marche pas avec Ouais. des plus, quand t'as Ok. plus de parcours. Et en parlant de business On angel, reste des gros actionnaires, hein, enfin, comme on part ouais. effectivement avec une partie, on reste des actionnaires on a à peu près le pourcentage des fondateurs Ok. dans les tours d'après, quoi. Voilà. Et du coup, en parlant de business angel, je sais que tu étais early investor chez, je crois, Algolia, mais aussi Notion. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ton invest dans Notion, ça doit valoir énormément, non? Écoute, mon invest dans Notion me rapportera peut-être plus que tout ce que j'ai pu gagner par ailleurs en créant des boîtes. Donc, parfois, a priori, hein, il vaut mieux être investisseur qu'au fondateur. Non, c'est Comment tu vraiment. avais eu accès à ça? C'était quoi l'histoire du moment où tu investis? Oh, c'était assez marrant. En fait, moi, j'étais en train de faire le. Donc, j'avais une idée. Alors, il y a des idées. On parlait de comment viennent les idées. Il y a des idées qui viennent par des discussions, par des réflexions, etc. Et il y a vraiment des Eureka moments. Moi, ça m'est arrivé 2, 3 fois. Et j'avais eu en 2016 un Eureka moment où je m'étais levé au milieu de la nuit en me disant un truc assez con, là, d'ailleurs, que tous les particuliers, enfin tous les individus utilisaient des notes plutôt que des docs, utilisaient du coup Notes ou Evernote pour prendre des notes et plus du tout Google Doc ou Word. Et je me suis dit, mais en fait, ça devrait être la même chose dans le monde du travail, pour les équipes, parce qu'une note, ça a 2 avantages. Et en fait, dans une note, il n'y a que du texte. Il n'y a pas de la mise en page, des polices de caractères, du rouge, du vert, du jaune. Donc, ça se lit beaucoup plus simplement sur mobile. Donc c'est beaucoup plus portable, comme on dit, et du coup c'est beaucoup plus aussi collaboratif parce que quand il y a un différentiel sur un Word, s'il y a le gars qui a changé la couleur d'un Word, ça fait comme s'il y avait un changement, quoi, tu vois. Donc c'est très difficile à gérer la collaboration sur des documents complexes. Sur une note, elle se gère mieux de manière collaborative et elle est beaucoup plus portable. Et donc je me suis dit, en fait, ce qu'il faut, c'est créer un Evernote for Teams. Donc c'est vraiment hyper simple comme concept je me suis réveillé en ayant cette idée en tête et du coup je suis parti, comme je fais toujours, à dessiner mes wireframes et c'est comme ça que j'ai fait les wireframes de Slide, ce qui est devenu Slide après. Et à ce moment, au moment où donc je pitch, c'est assez marrant, c'est avant de chercher le cofondateur sur cette boîte, je pitch à un événement qu'on fait tous les 3 mois qui s'appelle le Demo Time et je pitch ce futur projet. Et le lendemain, sur Product Hunt, je tombe en 2016, juin 2016, sur Notion 1.0, une boîte qui vient de lancer exactement ce que j'avais dessiné, quoi. C'était Notion sans les tables, sans tout ce qu'on connaît, hein. C'était juste Ouais, ouais, des la notes. version simple du texte. Ouais. Et là, je teste le truc et je me dis, tout est propre, le wording est bien pensé, le design polish. Je suis très sensible sur la marque et le produit. Au niveau de la marque, du design et du produit, tout était parfait. Donc je me dis, tiens, je vais pas me faire chier à lancer mon truc qui est à peu près similaire. Je vais contacter le fondateur et je contacte Ivan Zhao. Je lui envoie mes wireframes en disant je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, je préfère investir. Je fais quelques investissements en business angel. Est-ce que tu veux bien de mon argent? Et incroyablement, il a dit oui, parce il s'était lancé en 2013 dans Notion, hein, donc ça faisait déjà 3 ans qu'il galérait. Et ils avaient levé pas mal d'argent à ce moment-là, mais ils tombaient juste dans un moment où ils avaient plus trop de pognon. Et du coup, je lui ai même pas parlé. Il m'a envoyé un email avec, vous savez, avec un système de safe, hein, où tu signes un document et tu fais ton virement. Et je me suis retrouvé actionnaire de Notion, un peu malgré moi. Et comme je suis un entrepreneur et que je peux pas arrêter mon cerveau, j'ai quand même lancé, j'ai rencontré Christophe.
Et j'ai rencontré Christophe Pasquier, qui est aujourd'hui le CEO de Slide et de Super. Et le mec était exceptionnel. Et on a décidé ensemble de lancer Slide, qui était en concurrence indirecte avec Notion. Et j'ai quand même écrit un mail 2 mois après, du coup, en août, à Ivan, en lui demandant s'il voulait me rendre mon argent, que j'allais quand même lancer quelque chose, que c'était pas exactement la même chose, mais que ça allait être similaire. Et il fallait pas qu'il m'en veuille. Il avait 2 options: un, me rendre mon argent, ou deux, ne plus jamais m'envoyer d'investor report. D'update, ouais. Il a pris l'option 2, heureusement, et par ailleurs, il a jamais envoyé d'update à qui que ce soit, hein, ni même à ses Ouais. proches d'investisseurs. Donc j'ai rien Ah, prouvé. c'est ouf. Et maintenant, je le connais super bien et on échange. Enfin, je le connais super bien. Je vais toujours pas parler en voice, En live? mais Ok. en live. Il était à Paris d'ailleurs pendant 2 jours là, cette semaine. Et, Trop cool. mais j'échange avec lui sur pas mal de sujets. Et effectivement, ça va être alors encore une fois, hein, moi j'ai du capital sur j'ai pas de cash à proprement parler. C'est mon énorme problème. J'ai beaucoup trop de projets pour les liquidités que j'ai. Et l'argent de Notion, ça reste, c'est beaucoup d'argent, mais ça reste vraiment du papier. On verra si un jour ce papier devient argent sonnant et trébuchante, ce qui m'arrangerait pour financer le truc en cours. D'ailleurs, c'est assez intéressant ça, parce que c'est vrai que je te vois lancer énormément de projets. Tu parlais un petit peu tout à l'heure du fait de recevoir de l'argent de façon régulière, que c'était cool parce que ça t'apprend à le manager aussi. Comment aujourd'hui tu fais quand t'es pas forcément liquide, mais que tu as des parts dans plein de boîtes pour essayer de te leverager? Je vois, tu vois, notamment, t'en parlais aussi tout à l'heure avec Iconic House. Pour ceux qui connaissent pas, allez checker. Je pense que c'est les maisons les plus belles qu'on peut trouver en France. Comment tu fais pour réussir, tu vois, à leverager un peu ton patrimoine qui n'est pas liquide et réussir à avoir du levier? Est-ce que tu as des banquiers qui t'accompagnent, qui sont sympas? Ça fonctionne comment? Alors j'ai des banquiers qui sont sympas. Non, mais alors déjà j'ai des rentrées d'argent. J'ai beaucoup investi en business angel. C'est-à-dire que sur Exa, sur eFounders, j'ai jamais encore vraiment gagné d'argent. J'ai gagné effectivement quand j'étais plus jeune avec Fotolia. Mais depuis, j'ai investi énormément en business angel, hein. J'ai dû investir dans 350 boîtes. Et ça m'apporte quand même un flux régulier. C'est-à-dire que depuis, j'ai investi dans tellement de boîtes que alors avant c'était plutôt toutes les semaines, maintenant c'est plutôt tous les 3 mois parce qu'on est dans une zone un peu compliquée, dans un moment un peu compliqué. Il y a un exit, et c'est cet exit-là qui m'apporte un flux d'argent régulier. Et c'est sur ce flux d'argent me permet justement d'aller voir des banquiers pour qu'ils me prêtent de l'argent, pour pouvoir financer notamment des maisons. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai lancé Iconic House, c'est que c'est plus simple de se leverager quand on n'a pas de... Enfin, les banques vont pas te prêter sur de la tech. C'est-à-dire que les actifs tech, ils y croient toujours pas. Ils y croyaient pas il y a 25 ans. Ils y croient toujours très peu aujourd'hui, alors que ça représente, je sais pas, 95% de la valeur boursière aujourd'hui. Mais Ouais. bon, le sujet, il y a des banques qui sont en train de se sophistiquer, de devenir beaucoup plus matures par rapport à ça. Mais globalement, c'est très dur de leverager un portefeuille qui est un portefeuille de boîtes tech, private equity. Il vaut mieux avoir un portefeuille d'actions cotées, hein, américaines, pour leverager. Moi, j'ai pas ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, j'ai un flux d'argent d'une part, et je vais acheter des biens immobiliers. Les biens immobiliers, ça t'offre du collatéral qui permet à une banque de se protéger, quoi, tu vois. Et une des raisons pour lesquelles j'ai lancé Iconic House, c'était celle de pouvoir utiliser ce levier en faisant de l'immobilier, en achetant des biens. Et ça a fonctionné. Et les banquiers, tu dois apporter juste un apport. Et cet apport, je l'apporte avec le flux d'argent qui vient de mes ventes de participation Business Angel. Et le reste, la banque me le prête en prenant en gage le bien que j'ai acheté, quoi. Et ça me permet de durer un temps. Mais il est grand temps maintenant que je vende une partie de mes papiers, Des quoi. startups. Ouais, d'accord, je comprends. Ah Et oui. sur Iconic House, je suis assez curieux parce que, en gros, tu as Iconic House et si je me trompe pas, il y a Side House aussi qui a été lancé. Ouais, qu'on Euh, vient de lancer un cette semaine. ok, Ouais. donc il y en a un qui a un positionnement vraiment, je dirais, ultra premium, enfin luxe même, tu vois, on peut dire, c'est de l'hôtellerie, enfin assez luxueuse avec un service, conciergerie, etc., etc. L'autre qui est peut-être plus accessible. C'est quoi un peu les business models de ces maisons-là? Parce que je suppose que
Enfin, c'est quoi un peu les taux de remplissage, les TRI que tu as sur des projets comme ça? Parce que l'immobilier, il y en a plein qui rêvent de faire ça, mais c'est souvent compliqué, tu vois, de faire des projets qui fonctionnent. Est-ce que c'est un truc que tu as réussi à craquer avec ton frère? Ou aujourd'hui, ça en est où à peu près? Écoute, nous déjà, on dit qu'on fait de l'hospitalité, pas de l'immobilier. La vérité, Ok. c'est que on possède le sous-jacent immobilier, donc il y a une partie quand même real estate où on achète les maisons. Mais d'abord et avant tout, ce qu'on fait, c'est apporter un service d'hospitalité à travers une nouvelle catégorie auquel je crois énormément et que j'ai envie de construire. C'est ça qui m'a excité. Pourquoi je suis arrivé dans l'hospitalité? C'est que je pense qu'il y a une opportunité énorme de créer une nouvelle catégorie dans l'hospitalité qui n'existe pas aujourd'hui, qu'on a d'ailleurs labellisé. On est en train de sortir un label qui s'appelle la Maison Hôtelière et qui est une maison familiale. Donc, en gros, quand tu pars en vacances aujourd'hui, tu as le choix entre soit louer une baraque, soit aller à l'hôtel. Ok. Si tu vas à l'hôtel, c'est bien quand tu restes 2, 3 jours ou quand tu es seul, en couple ou une petite famille. Dès que tu restes plus longtemps et dès que tu es un plus gros groupe, ça fonctionne plus. La maison fonctionne, quoi. Or, sur l'hôtel, tu as une offre ultra mature en Europe et je dirais assez variée. Sur la partie maison, tu as une offre très fragmentée et très amateur, dans le sens où ce qui est aujourd'hui proposé, ce sont des maisons de particuliers qui sont gérées par des agences professionnelles, mais c'est des maisons de particuliers qui n'ont pas été pensées, qui n'ont pas été réfléchies, qui n'ont pas été designées, qui ne sont pas servicées pour pouvoir avoir un service de la qualité et une cohérence de marque. Donc l'idée, c'est de créer un nouveau concept qui soit qu'on appelle la maison hôtelière, qui va apporter la convivialité et l'intimité d'une maison familiale, parce qu'on aime bien être dans une maison familiale et qu'on se sent comme dans un cocon, avec le service et le confort d'un hôtel, parce que quand on part en vacances, on a quand même envie d'en foutre le moins possible et on n'a pas envie de se retrouver chez soi. On essaye de professionnaliser un peu ce qui se passe un peu naturellement, ce que fait Airbnb, mais avec des maisons professionnelles qui ont été pensées pour ça et qui sont exploitées en fonction. Et c'est avec cette idée en tête que j'ai lancé avec mon frère la première boîte Iconic House. On est tombé dans le segment ultra haut de gamme, un peu sans le vouloir. J'avoue, on a acheté une première maison dans le coin de où on vient. On vient du sud, dans le sud de la France, dans en Provence, d'un coin Vers qui les s'appelle les Alpilles, Alpes, non? C'est ça? Ouais, ok. dans les Alpes. Et on Hmm. a acheté une maison au Beau de Provence. Et j'avoue que j'ai fait le business plan après avoir acheté la maison et que j'ai réalisé que pour un temps soit peu, tu l'as dit que c'était compliqué. Et c'est vrai que c'est compliqué pour la rentabiliser. Il fallait la louer, je pense, 30 000 € la semaine, ce qui est 2 fois le prix le plus cher dans les Alpes. Donc on a dû rajouter du service, on a dû rajouter de la déco, on a dû vraiment manager notre bien. Finalement, on est arrivé du coup dans le segment haut de gamme et on y est bien. C'est pas celui où il y a la plus grande rentabilité, mais c'est le kiff d'acheter des beaux biens. Il y a aussi un pari patrimonial, hein, sur le fait d'acheter des beaux biens et de les rénover. Et honnêtement, on n'est pas beaucoup sur le secteur parce que les gens se mettent sur les secteurs les plus rentables. Comme c'est pas celui qui est le plus rentable, on est tout seul et ça nous a permis d'en créer une marque forte dans ce concept de maison hôtelière qui nous a permis justement de lancer avec 2 autres associés que sont Juliette et Robert, Side House, qui est la petite sœur d'Iconic House. Donc c'est le même pari de la maison hôtelière, mais j'allais dire, beaucoup plus accessible. Non, ça reste du luxe accessible, donc ça reste cher, mais ça reste beaucoup plus accessible aux gens qu'on connaît. Aujourd'hui, moi, je connais personne, ni de près ni de loin, qui est capable de se payer une Iconic House. On a beaucoup de clients étrangers, beaucoup de clients américains, très fortunés. Sur Side House, l'idée, c'est que nos amis, les gens autour de nous, moi, je puisse me l'offrir. Ça va de 7 000 € la semaine à 25 000 quand tu es en haute saison en Savoie, quoi, tu vois. Mais Ouais. l'idée, c'est pas. On a créé une première maison, on a lancé une première maison qui s'appelle Rive en Normandie, à 1 heure et quart de Paris, qui était un peu notre proof of concept qu'on a lancé cette semaine. On a acheté déjà 4 maisons et l'idée, c'est d'avoir quelques centaines de maisons en Europe d'ici une dizaine d'années. Donc voilà, c'est Magnifique. hyper excitant. Moi, j'adore. Et je suis encore celui qui sélectionne les maisons, qui est hyper impliqué dans tout ce qui est déco, architecture. Moi, je suis un énorme fan de. C'est quelque chose qui me manquait dans la tech Ouais. et que je retrouve dans ce domaine-là. C'est toute la partie esthétique, créative, tangible. Et voilà. Voilà. Maintenant, j'ai Ah, un c'est peu génial.
Et Ah, tout c'est dans le super inspirant. J'avoue que ça, quand j'ai vu ça, moi, c'est un projet enfin, je pense beaucoup aussi à ces sujets depuis quelques temps. Je trouve que ça manque pas mal. Tu sais, tu le vois quand tu as une startup et que, par exemple, tu as envie, toi, tu parles de moments conviviaux de famille, mais je pense même, tu vois, pour des boîtes, et j'ai vu un peu dans Sidehouse que, tu vois, tu mettais une salle de réunion où les gens pouvaient, ou une salle de travail. Enfin, tu vois, ça, c'est des choses qui n'existent pas du tout. J'ai vu aussi que tu mettais un peu le côté longévité avec bain froid, sauna. Tu vois, c'est plein de petits détails comme ça que je trouve très très smart et j'ai vraiment bien aimé le projet, toujours avec le design et la déco qui va bien. Donc non, franchement, chapeau, je vais suivre ça de près. Je les regarde à chaque fois les maisons quand elles arrivent, donc très cool. T'es le bienvenu quand tu veux, je t'offrirai un code promo que tu viennes avec toute ton équipe. Avec plaisir. Et du coup, sur le changement, en fait, eFounders Exa, c'est arrivé comment, en fait? Pourquoi est-ce que tu as décidé de changer de nom? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, tu vois, c'était... C'est une bonne question. Écoute, en 2021, du coup, on a changé le nom, eFounders pour Exa, ce qui était un gros pari, hein, changer de nom, c'est aussi, faire une croix sur, toute la le marketing, toute la brand que tu as créée pendant 10 ans. Mais c'était assez justifié pour plusieurs raisons. D'une part, on voulait créer une boîte qui nous dépasse, qui soit pas que rattachée à nous. Le nom eFounders était très rattaché à Thibaut Elzière, Quentin Hotmans, et toute la troupe. On voulait sortir du SaaS à proprement parler. L'idée, c'était de pas faire que de la productivité. eFounders était lié vachement au logiciel B2B productivité et on voulait, potentiellement, sortir du startup studio à proprement parler, de ne pas faire que de la création de boîtes et c'est parce que, il y a eu ces 3 éléments qu'on a décidé de passer à de changer le nom pour changer de philosophie et aujourd'hui, on se définit davantage comme une plateforme d'accompagnement des entrepreneurs, OK? Sur différentes verticales, donc on fait plus que de la productivité B2B, on fait du climat, on fait de la santé, on fait de la fintech, on va faire de la cybersécurité, et on fait pas que de la création de boîtes. Donc aujourd'hui, la création de boîtes, c'est ce qu'on appelle Exa Start. C'est notre activité historique sur lequel on a plusieurs partenaires, et qui continue, qui continue à croître. L'idée, c'est de créer, d'ici quelques années, 15-20 boîtes par an. Ça, c'est l'activité historique. C'est quasiment de la haute couture. C'est compliqué de créer des boîtes from scratch. C'est toujours très, très dur. Il faut des gens, très, très bons. À côté de ça, on a lancé Exascale. Donc, l'idée, c'est du micro private equity. Donc là, c'est pas de la création à proprement parler, c'est on va reprendre une boîte qui existe déjà pour lui offrir une nouvelle trajectoire. Donc, c'est souvent une boîte qui fait entre 2 et 10 millions d'ARR, dont on va racheter la majorité et avec les fondateurs, on va redéfinir une nouvelle vision, repenser le produit, repenser la marque, repenser les sales pour pouvoir redonner une nouvelle vie. On l'avait fait avec YouSign, une boîte, de notre portfolio, qui est pas une boîte qu'on a créée, qui est une boîte avec qui on a appliqué ce modèle-là et qui est passé, de 2 à 40 millions d'ARR en 5 ans. Donc on a prouvé que la méthode EXA, appliquée, la méthode EXA appliquée à une boîte qui existe déjà, ça peut fonctionner. Donc on en a fait une activité à proprement parler. Donc aujourd'hui, on a un partenaire et on va avoir quelques-uns qui vont arriver sur ce sujet-là. Et on a lancé très récemment Exasprint, qui est notre accélérateur. L'idée, c'est d'avoir, moi, ça fait 14 ans que j'ai des super bonnes équipes qui viennent voir chez Exa et je peux pas les accompagner parce que c'est pas notre modèle. On part avec avec nos propres idées, on recrute nos fondateurs. Donc, on est incapable d'apporter quoi que ce soit, une idée, un couple de fondateurs qui arriverait avec une idée. Aujourd'hui, c'est possible et on lance un programme d'accélération, hein. C'est extrêmement ambitieux et audacieux parce que on est face à un YC qui a tout pris, qui a pris tout le marché, un Y Combinator, l'accélérateur connu américain. Et l'idée, c'est de se positionner sur un format un peu différent, assez verticalisé, où il y a à chaque fois un partenaire qui accélère 10 à 12 boîtes par an dans une thématique très précise. Donc, en étant très très proche des boîtes, très hands-on, c'est pas 3 conseils. Et moi, j'y crois énormément. On a lancé une première cohorte qui est la défense. Et là, on va lancer quelques cohortes. L'idée, c'est qu'il y ait 10-15 cohortes d'ici quelques années pour pouvoir accélérer 100 à 200 boîtes par an. Donc voilà, donc l'idée de passer de eFounders à Exa, permettre de faire davantage, de faire un modèle qui dépend plus que de nous avec un système de partenaires maintenant qui nous remplace d'une manière ou d'une autre et de pouvoir faire Exastart, le modèle historique, Exascale, Micro Private Equity, Exasprint, le modèle d'accélération. Ce que je trouve fou, tu vois, dans tout ce que tu dis, déjà, bon, tous les projets sont archi excitants et tout de l'extérieur.
Je pense que le plus gros challenge pour toi, c'est trouver, tu vois, les bonnes personnes. Parce qu'en fait, toi, tu as énormément d'idées. Et pour passer de l'idée à l'exécution et potentiellement au succès, il faut qu'il y ait des gens avec toi qui t'accompagnent. Comment tu les trouves, tu vois, toutes ces personnes? Et tu as des conseils un peu pour justement attirer des pépites et s'entourer de pépites? Écoute, nous, on a cherché pendant très longtemps, hein, c'était ce qu'on recherchait, ce qu'on recherche toujours, c'est des fondateurs, hein. Donc des fondateurs avec qui s'associer. Et ça a été une énorme partie de mon temps, c'est rencontrer des gens les intéresser sur mes projets et de juger si c'était vraiment des entrepreneurs pour avancer avec eux. Et honnêtement, je suis hyper fier des 60, voire 80 maintenant entrepreneurs avec qui on a travaillé dans les 14 dernières années. Et ça reste tout le temps vraiment le nerf de la guerre, trouver ces bons entrepreneurs. Le sujet aujourd'hui, c'est trouver ses partenaires. Donc, c'est ces gens qui vont nous remplacer, que ce soit pour Start, Sprint ou Scale. Ils sont encore assez peu nombreux. Enfin, il y en a encore moins. Et ils sont encore plus difficiles à trouver que les fondateurs. Pour moi, avec Partner, c'est un peu la Ligue 1 de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire quand tu as entrepris, tu deviens partenaire parce que c'est beaucoup plus intense et beaucoup plus complexe de lancer plusieurs boîtes en même temps que d'en lancer qu'une. Et ça, comment on les trouve? C'est souvent des entrepreneurs qui ont entrepris pendant 5, 10, 12 ans et qui veulent entreprendre, mais qui veulent entreprendre différemment, notamment qui sont comme moi plus intéressés sur les 12, 18 premiers mois que par la suite de l'aventure, qui sont très créatifs et à qui on offre le fait de lancer 3 boîtes par an pendant 10 ans plutôt que de lancer une boîte pendant 10 ans. Et honnêtement, c'est très intense, c'est très frustrant, parce que, évidemment, quand tu arrives avec une idée, quand les entrepreneurs se l'approprient, ils la déforment, quoi, tu vois? C'est très, ingrat parce qu'en vérité, plus personne ne parle de toi et à la fin, quand la boîte devient indépendante, tu n'existes plus et tant pis, tu vois? Il faut prendre ça sur soi. Mais honnêtement, c'est hyper excitant d'être partenaire chez Exa parce que tu travailles qu'avec des entrepreneurs. Donc, tu n'interagis qu'avec des entrepreneurs. Tu es en mode multi-projet, donc c'est intellectuellement ultra stimulant et économiquement, c'est ultra vertueux. Pourquoi? Parce que, quand tu lances une boîte, on parlait d'equity au début de ce podcast, hein. Quand tu lances ta propre boîte à plusieurs, alors toi, tu avais beaucoup d'equity, mais de la plupart du temps, tu as un tiers de ton equity, tu vois? Ici, on donne, hein, les partenaires partent avec 10 de chaque boîte qu'ils créent. Ils sont capables d'avoir chaque année autant d'equity que ce que tu as quand tu lances une boîte. Donc au bout de 10 Ouais. ans, finalement, ils se retrouvent à avoir 5-10 fois plus d'equity, que s'ils avaient, créé qu'une seule boîte et en plus, de l'equity diversifié ils n'ont pas mis tous les œufs dans le même panier et c'est ce qu'on et après c'est extrêmement dur. On a aujourd'hui, très peu de partenaires. On a Mathieu, on a, Florent, on a Augustin, on en a, 2 autres qui arrivent, mais c'est très complexe à trouver. D'ailleurs, on cherche des partenaires femmes, hein, je fais un appel, on a on a envie d'avoir des entrepreneurs femmes et on sait que ça passe par avoir des partenaires femmes, ça commencerait là et pour l'instant, dans l'histoire de Exa, la petite histoire de Exa des 4 dernières années, on n'a toujours pas trouvé un partenaire femme, chez Exa. Tu mentionnais à un moment le fait, tu vois, qu'on arrête de parler de toi. Et c'est vrai que pour connaître, tu vois, bon, on se connaît depuis maintenant, je pense, 7-8 ans. Pour avoir vu certaines boîtes qui ont été créées et connaître, moi, l'histoire et un peu les dessous de certaines boîtes, quand j'entends des interviews de boîtes et qui racontent une histoire qui est totalement déformée, euh, ça te fait quoi, en fait? Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, tu vois, tu dis... Non, écoute, moi je pense que, déjà, les bons fondateurs, ils assument complètement, la réalité, enfin, la vraie histoire, quoi, tu vois? Donc, il y a Ouais, plein de fondateurs qui racontent l'histoire telle qu'elle s'est passée et pour ouais, les autres, honnêtement, c'est OK, tu vois? C'est pas évident non plus, par rapport aux préjugés qu'ont les gens, sur, l'importance de l'idée, par exemple, d'expliquer que tu viens d'un studio et que tu as un gars, Thibaut, qui t'a donné une idée. Franchement et c'est vrai et c'est pas vrai parce qu'en fait, tu te l'es approprié. La réalité, c'est que je disais que tout se crée dans les 18 premiers mois, mais en fait,
Il y a des gens qui pourront dire le contraire et ils auraient raison, ce qui compte, c'est pas l'idée, c'est l'exécution et c'est les 10 ans, que tu mets, avec ta résilience, ton énergie pour arriver à transformer la boîte. Qu'il y a plein de boîtes qui ont pivoté et dont l'idée ressemble plus du tout, à l'idée initiale, complètement stupide que j'ai apportée, quoi, tu vois? Donc, en fait, au début, honnêtement, c'était un peu dur. Les premières fois, surtout quand tu as les premières boîtes connues et que tu entends des histoires qui ont rien à voir avec l'histoire, telle qu'elle s'est vraiment passée. Mais avec le temps, tu comprends tout à fait et je suis Et pas à l'abri t'acceptes, d'avoir quoi. fait la Ouais. même chose, si j'avais Hmm. été à leur place, quoi, tu vois? Donc, Ok, ok, très fair. faut Et, arrêter d'en vouloir. et du coup, quand on t'écoute parler, moi, je trouve enfin, j'ai l'impression que tu as vachement bien réussi à être. Tout à l'heure, tu parlais de ta zone de génie, mais ce que je vois, c'est que toi, tu as encore le feu sacré, tu es passionné, ce qui veut dire que je pense que tu arrives à déléguer en grande partie les trucs qui te font pas kiffer. Aujourd'hui, est-ce que dans ton quotidien, il y a encore des choses que tu fais que tu n'aimes pas faire ou pas et que tu aimerais Alors déléguer? moi, j'ai un autre problème. J'ai extrêmement bien délégué à tout le monde ce que j'aimais pas faire. Franchement, je me suis organisé dans les dernières années pour le faire vraiment très très bien. Mais aujourd'hui, du coup, je fais beaucoup trop de choses en parallèle. Et ça, c'est mon problème. Et c'est le problème que je Ok. dois adresser. Je suis complètement boulimique de projets. Et c'est ce que j'explique souvent, c'est que j'ai chaque Zoom, chaque visio que je fais, incluant celle-là avec toi aujourd'hui, c'est un moment de plaisir et c'est pour ça que je me le suis réservé. Donc, aujourd'hui, j'ai eu que des visios plaisir, mais quand on fait 15 d'affilée, aussi, sympathiques soient-elles chacune, ça devient épuisant à la fin, quoi, tu vois? Donc, mon Ouais, je problème, comprends. j'ai résolu la première partie de l'équation qui était, trouver ma zone de génie et déléguer le maximum. Maintenant, il faut que j'apprenne à dire À non, dire non. à me dire non à moi-même, hein, Mm, surtout, mm. hein. Ouais. Et à essayer de pas partir sur 50 projets à la fois, de me satisfaire de ce que j'ai, de kiffer un peu plus, voilà, de pas partir. Et- Moi, je sais pas comment m'empêcher. Quand j'ai une nouvelle idée, qui arrive, j'ai l'impression que c'est la meilleure idée du monde et j'arrive pas à m'empêcher d'aller de vouloir la saisir et la construire, quoi, tu vois? Donc c'est un peu fatigant, Ouais, je c'est comprends. bon, on se reparlera dans 5 ans et je te dirai si je suis enfin arrivé à en faire un peu moins. J'en ferai tout le temps beaucoup, hein. Il faut juste que j'en fasse un petit peu moins. Ok. Je viendrai retoquer à la porte pour voir où Ouais, t'en es. Mais je sens qu'il y aura des dizaines de boîtes qui auraient été créées entre-temps. Et du certainement. coup, comme je vois qu'on se rapproche de l'heure, dernière petite question. Ça serait quoi pour toi le conseil que tu aimerais donner au Thibaut d'il y a 10 ans ou 15 ans avant qu'il lance le Startup Studio? Avant que je lance, eFounders, heu, déjà, alors, je pourrais partir sur un truc très, très, très général, mais je vais partir sur quelque chose de très spécifique. Je me serais dit: «Toutes les idées que tu as, lance-les. Toutes les idées qu'on a eues et qu'on n'a pas lancées, honnêtement, on aurait dû les lancer, quoi». En gros, Ok. à l'époque du SaaS, en fait, tout était faisable et notamment, par exemple, on s'est dit en 2012-2013, on veut lancer un sujet dans la signature électronique. On rencontre, donc on a un projet très clair, on trouve un CTO super, on trouve une CIO, d'ailleurs Mathilde Collin qui rejoindra après Front, pour ce projet. Et là, il y a HelloSign qui arrive et HelloSign, c'est un petit acteur aujourd'hui qui a été racheté par Dropbox, si je me trompe pas, dans la signature électronique et qui est une boîte qui fait YC et qui prétend il va faire de la signature gratuite. Et nous, on se dit, putain, se mettre en frontal avec une boîte YC. Aujourd'hui, je me dis, bon, on s'en fout. Et se mettre en frontal avec une boîte YC qui dit qu'elle va faire le business qu'on va faire complètement gratuit, faut pas le faire, faut pas qu'on y aille. Et on aurait dû, mais 1000 fois. C'est pour ça que 5 ans après, frustré de ne pas l'avoir fait, je suis allé revoir les amis de Newsline en leur disant: «Écoutez, j'ai du temps à rattraper. Est-ce qu'on peut, partir avec vous?» qui avait déjà avancé depuis cette époque, quoi, tu vois? Donc, en Trop cool. vérité, je pense déjà, je pense qu'il faut partir très tôt. Il faut pas se poser trop de questions pour entreprendre et il faut y aller. On apprend beaucoup sur le tas. Qu'il faut pas avoir peur de se faire aider, de se faire accompagner. Moi, je suis un peu un entrepreneur égocentré qui a l'impression qu'il peut tout faire tout seul. Mais si je me tourne un peu, je remarque que chaque fois que ça s'est bien passé, c'est que je me suis bien entouré. Et donc, il faut se rappeler qu'on a une chance incroyable dans l'entreprise, dans la création de boîte, c'est de pouvoir s'associer.
avec des gens complémentaires à soi. Et il y a des gens qui comprennent très tôt, hein, ce qui leur manque comme, soyez, je dirais, ne vous mentez pas, sachez, connaissez vos forces, connaissez vos faiblesses, connaissez vos zones de génie, connaissez vos zones de nullité, et trouvez le bon cofondeur, la bonne cofondatrice pour vous compléter et faire un super duo, quoi. Tu vois, c'est une chance dingue qu'on a pour s'accompagner. Non, voilà, j'aurais plein de choses à dire. Qu'est-ce que je me dirais? Non, mais globalement, je suis super content du chemin qui s'est passé, hein, je ferai, franchement, je sais pas Tu ce peux que je l'être. ferai, ce que je ferais différemment. La question, c'est qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui pour que demain soit meilleur, quoi. Et tu répondrais quoi à ça? Ce que je t'ai répondu tout à l'heure, c'est de faire en sorte d'essayer de faire beaucoup, parce que je sais que je serai tout le temps multiprojet, mais d'essayer de chaque fois me poser vraiment la question de savoir ce que je perds en lançant quelque chose de nouveau, plutôt que de réfléchir à ce que j'y gagne, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Trop cool. Bah écoute, franchement, merci beaucoup Thibaut, c'était génial, merci pour ton temps. Et puis, hâte de suivre la suite des aventures. Merci à toi, Guillaume. Je passais un très bon moment. À bientôt. À bientôt.